donc sur la souveraineté énergétique. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, Julien Aubert, président d'Oser la France. Et nous avons pour cette table ronde 5 intervenants de talent. Myrto Tripati, qui est à ma gauche, qui est présidente des Voix du nucléaire. Alors je laisserai après, évidemment, chacun, s'il souhaite rajouter des choses à son cursus, mais Myrto s'est beaucoup battue pendant les 10 dernières années pour faire changer la politique de ce pays, et elle travaille notamment sur des scénarios pour l'avenir, qui n'est pas seulement focalisé sur le nucléaire, mais sur l'hydroélectrique également. Fabien Bouglet, que j'ai connu par ailleurs lorsque nous ferraillons contre l'éolien, qui a écrit plusieurs livres sur l'éolien, qui vient de sortir un livre qui s'appelle La crise de la guerre de l'énergie. Excellent livre d'ailleurs, que j'en suis aux 3/4 parce que je l'ai eu hier soir. Il est vraiment très bien synthétisé, très intéressant. Yves Bréchet, ancien commissaire à l'énergie atomique, qui a aussi beaucoup ferraillé pour faire changer d'avis les politiques sur le nucléaire et qui est un puits d'expertise technique. Et je suis certain qu'il pourra nous amener aussi quelques lumières sur la manière dont on doit conduire très prosaïquement cette politique énergétique. Nicolas Meillan, sur ma droite, ingénieur, qui lui aussi étudie beaucoup les scénarios et a une vision très prospective également géopolitique de l'énergie. Et puis Maxime Amblard, qui travaille chez Framatome, c'est ça ? On n'a pas le droit de le dire peut-être. Voilà, mais voilà, et qui est également qui a beaucoup milité aussi sur ces questions énergétiques. Alors, une table ronde, c'est une table où évidemment chacun dit ce qu'il a à dire, mais c'est une table aussi où on échange. Donc moi, je n'aime pas les monologues de 15 minutes, et je suis j'ai la gâchette assez facile sur le chronomètre. Donc, comment ça va débuter ? Je vais donner la parole avec une question d'entrée à nos 5 intervenants, et ils auront 5 minutes. Et quand je dis 5 minutes, ce n'est pas 5 minutes 30, ce n'est pas 6 minutes, ce n'est pas 4 minutes 30, c'est 5 minutes. Donc vous avez le droit de dire tout ce que vous voulez. Si vous estimez que votre CV, qui est forcément beaucoup plus rempli que l'aporie que j'ai pu en faire, eh bien vous pouvez évidemment le compléter, mais l'idée c'est quand même de répondre à la question. Ensuite, nous aurons un échange entre les membres de cette table ronde, ce qui justifiera le terme. Et puis ensuite, parce que je sais à votre place qu'il n'y a rien de plus frustrant que de repartir d'une table ronde sans avoir pu poser l'indispensable question que vous aviez, eh bien on donnera la parole à la salle, évidemment dans la limite du temps disponible, et en vous demandant aussi de respecter certaines règles. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une question et non pas d'un récit de votre autobiographie ou de votre journée d'hier, mais bel et bien de la question que vous voulez poser. Et je vous demanderai également de préciser la personne à laquelle vous allez la poser. En respectant ces règles simples, nous devrions arriver dans le délai imparti à avoir un échange sur la souveraineté énergétique. Alors, je vais donc commencer par la question. Puisqu'on doit débattre de la souveraineté énergétique, est-ce que nous sommes d'accord sur ce qu'est la souveraineté énergétique ? Et donc, ma première question, c'est qu'entendez-vous par souveraineté énergétique ? Et question accessoire, puisque nous sommes à la veille d'une année européenne, que faudrait-il changer en Europe pour que nous ayons une souveraineté énergétique nationale réelle ? Et je vais débuter, je ne leur ai pas dit dans quel ordre, je vais débuter par Fabien Bouglet, parce que Fabien a écrit un livre dans lequel il donne une définition de la souveraineté énergétique. Donc ça va lui permettre à la fois de faire la promo de son livre, parce que j'en profite pour dire qu'il est en vente, hein, évidemment, dans le hall, comme ça. C'est toujours plus agréable quand c'est un autre qui le dit, parce que sinon, ça fait un peu retape. Bah oui, j'ai été à ta place. Et je le précise, après, ce sera Maxime Amblard qui pourra rebondir sur la définition. Comme ça permet aussi de se préparer. Voilà. Fabien Bouglet, c'est à vous. Merci beaucoup, Julien Aubert. Merci pour ces rencontres, parce que c'est formidable de pouvoir discuter du fond des questions. Je dirais en préalable, et rapidement, parce que j'ai très peu de temps pour synthétiser finalement ce qui est dans mon livre « Guerre de l'énergie », que l'énergie constitue la quintessence de la souveraineté. Il n'y a pas de souveraineté d'un pays sans énergie. Et c'est la quintessence de la souveraineté. Et je dis également dans mon livre que l'énergie, c'est le sang de nos sociétés contemporaines. Sans énergie, il n'y a pas d'économie, il n'y a pas d'agriculture, il n'y a pas d'industrie. Bref, nous n'existons pas. Et donc, je vais synthétiser la définition, mais disons que j'ai
mentionné dans mon chapitre 1 le fait que la souveraineté énergétique, c'était la capacité d'un pays à disposer d'énergie pour sa consommation en limitant ses importations d'énergie, de modes de production d'énergie et de combustibles nécessaires pour la production de cette énergie. Plus un pays dépend de l'énergie de pays tiers, de combustibles de pays tiers, mais aussi de modes de production de pays tiers, plus il est dépendant énergétiquement. Et il faut comprendre que cette question de souveraineté énergétique est fondamentale et elle répond d'ailleurs à l'histoire de l'Union européenne. Et ça renvoie à la deuxième question. Parce qu'il faut faire de l'histoire pour rappeler ce qu'a été les pères et à l'origine les bases fondatrices de la communauté européenne. En 1956, nous avons la crise du canal de Suez et nous découvrons, effarés, que nous avons potentiellement un problème d'approvisionnement en pétrole et donc un problème de souveraineté énergétique. Robert Schuman, en 1950, avait essayé d'établir la communauté européenne du charbon et de l'acier sans succès. Et la crise du canal de Suez, en 1956, crée un électrochoc fondamental qui va conduire à l'émergence de deux traités signés le même jour. L'un que l'on connaît tous, le traité de Rome, de mars 1957, Communauté européenne économique, et le deuxième traité, peut-être plus fondamental, le traité Euratom, Communauté européenne de l'énergie atomique, qui est signé par plusieurs pays, la France, l'Allemagne de l'Ouest, la Belgique, le Luxembourg, et qui sont les deux bras fondateurs de l'Union européenne que nous connaissons aujourd'hui. Pourquoi je précise ce point-là ? C'est que la souveraineté énergétique d'un pays comme la France et la souveraineté énergétique de l'Europe ne peuvent se comprendre que par les bases historiques qui ont été à l'origine de la création de l'Union européenne. Et à partir de ce postulat, on voit que nous sommes en très grand danger. Le premier danger, c'est que les États-Unis sont depuis 2016 indépendants énergétiquement. Ils n'ont plus besoin d'importer d'énergie, puisqu'avec le gaz de schiste, ils disposent des ressources énergétiques dans leur pays, sur leur sol. La Russie, et ça a été le travail de Vladimir Poutine dès son arrivée au pouvoir, a été de développer ces ressources énergétiques de la Russie avec deux bras armés fondamentaux, Gazprom, le fournisseur de gaz, d'un côté, et Rosatom, le producteur nucléaire russe. Ces deux pays sont indépendants énergétiquement. Et au milieu, l'Europe est dans une situation de faiblesse incroyable puisqu'elle dépend de 55% de ses importations. Et lorsqu'on a compris que ce problème de souveraineté énergétique européen posait une grande difficulté, on a compris cette guerre de l'énergie, qui a sa traduction militaire en Ukraine, est en réalité une troisième guerre mondiale pour le contrôle des systèmes énergétiques au niveau mondial entre les États-Unis et l'Union européenne, et dont les États-Unis et la Russie, pardonnez-moi, et dont l'Europe est le champ de bataille, et dont l'Europe est la cible, puisque lorsque vous détenez les moyens de production énergétique et que vous êtes obligé, de l'autre côté, d'importer ces modes de production, vous êtes dans une situation de faiblesse politique, et c'est tout l'enjeu des prochaines élections et tout l'enjeu des prochaines échéances politiques, c'est de rappeler à l'Allemagne que le nucléaire est la base historique de l'Union européenne telle que nous la connaissons, et que agir contre le nucléaire, c'est agir contre la guerre, c'est agir contre la paix en Europe, et c'est agir contre l'Europe elle-même. Merci beaucoup. Merci Fabien Mouglet pour ces 4 minutes 56 qui permettent de donner une définition de la souveraineté et de montrer que cette souveraineté énergétique, donc, elle est en relation avec l'Europe qui devient elle-même un champ de bataille. Ça va faire le lien avec Maxime. Est-ce que vous avez la même définition de la souveraineté énergétique et comment voyez-vous la relation, qu'en tirez-vous comme relation par rapport au sujet européen ? Alors, en prélude à la réponse à cette question, je commencerai par dire que la nature ne se pliera jamais aux caprices de l'homme.
Donc si les décisions que nous prenons, notamment sur la question énergétique, ne prennent pas en compte les réalités physiques du monde et les connaissances qu'on a accumulées en la matière depuis des siècles, il ne faut pas s'attendre à ce que les objectifs qui découlent de ces décisions puissent être atteints un jour. Et du savoir en la matière, on en a accumulé. On sait notamment que l'énergie est une grandeur physique abstraite qui a la caractéristique de se conserver. Donc en substance, l'énergie ne peut ni être produite, ni être consommée, ni être renouvelée d'ailleurs. Elle ne peut être que transformée d'un état physique en un autre, ou, ce qui nous intéresse d'ailleurs plus à propos, c'est être convertie d'une forme énergétique en une autre. Je ne vais pas aller plus loin sur le sujet, parce que je n'ai pas forcément le temps, mais c'est pour vous montrer à quel point déjà, juste en effleurant le sujet de la problématique énergétique, on s'aperçoit qu'elle est d'une complexité vertigineuse. Une complexité qui justifie à elle-même le fait de se renseigner et d'acquérir des connaissances sur le sujet pour prendre les décisions les plus pertinentes possibles. Et pourtant, je continue à observer malheureusement dans le débat public, pas ici heureusement, mais et je rejoins d'ailleurs la formulation d'Étienne Klein en la matière, une forme de décorrélation entre la militance et la compétence. Il n'y a pas plus tard que jeudi dernier, j'étais à Sciences Po pour parler du sujet avec quelques étudiants. Ils étaient en majorité pour le nucléaire et pour autant, ils ne savaient pas me dire pourquoi on mettait de l'uranium dans les réacteurs plutôt que du fer, du cuivre, du nickel ou n'importe quel autre métal. Et pourtant, ces connaissances sont quand même cruciales pour éviter que nos débats, nos discussions, nos discours ne soient fondés que sur de l'opinion, de l'affect, que sur des ressentis, que sur les représentations symboliques que l'on peut avoir de telle ou telle forme d'énergie. Et sans ces connaissances, on est contraint que non, c'est plutôt... On ne réussira à garantir nos moyens d'existence et notre confort de vie ni avec de l'ignorance, ni avec de l'idéologie, ni avec des incantations ou des discours stériles. Et donc, pour répondre à la question qui a été posée, je vous propose de revenir à la définition même de ce qu'est la souveraineté. Être souverain, c'est détenir le pouvoir décisionnel sur les entités morales et physiques d'une zone géographique donnée sans dépendre du pouvoir décisionnel d'un tiers. Donc c'est très bien de pouvoir décider ce qu'on veut, mais encore faut-il être en capacité de pouvoir concrétiser dans le monde réel ce qu'on a décidé. Par exemple, on décide de construire un hôpital. Si on n'a pas l'énergie pour extraire les ressources, pour les transformer, pour les assembler, pour construire l'hôpital à la fin, on aura beau prendre cette décision souverainement, si on n'a pas l'énergie, on ne fait rien du tout. Donc on voit là que la notion de souveraineté est nécessaire, mais pas forcément suffisante. Il faut l'adjoindre à la notion de souveraineté énergétique. Et la souveraineté énergétique, je la définis comme telle, notamment dans mon livre, comme étant le fait de garantir un approvisionnement énergétique suffisant pour pouvoir réaliser les activités humaines qui découlent des décisions souveraines que l'on prend. Et je le définis notamment dans mon livre sur 3 piliers: la stabilité de l'approvisionnement énergétique, la soutenabilité de l'approvisionnement énergétique et la commodité de l'approvisionnement énergétique. Je n'irai pas forcément plus loin, pour l'instant en tout cas, sur la définition de ces termes-là, mais d'un côté, nous avons du coup cette définition de souveraineté énergétique, et de l'autre côté, nous avons les ressources primaires à disposition, donc pétrole, gaz, charbon, éolien, solaire, nucléaire, hydraulique et biomasse. Et comment déterminer quelles sont les sources qu'il faudrait prioriser par rapport à d'autres ? Regardons les contraintes physiques intrinsèques à chacune de ces ressources, regardons la réalité physique de ce monde. Dans les contraintes, nous avons la disponibilité des gisements, nous avons le taux de retour énergétique, nous avons l'impact sanitaire, l'impact environnemental et le coût de production de l'énergie finale à partir de chaque énergie primaire. Et on quantifie tout cela, on mélange un coût, on passe ça à la moulinette de la souveraineté énergétique telle que définie précédemment et nous obtenons une hiérarchie des sources d'énergie en fonction de celles qui maximisent la souveraineté de cette entité géographique et celles qui la minimisent. Donc, pour vous spoiler, on a d'abord l'hydraulique, puis ensuite le nucléaire sur générateur, puis ensuite le nucléaire comme nous le connaissons aujourd'hui. Dans un mouchoir de poche, la biomasse, l'éolien et le photovoltaïque, et ensuite les énergies fossiles. Mais on voit que sans même considérer des choses d'origine anthropique avec un A, on voit qu'on arrive déjà à faire cette hiérarchie. Et toute la question qui reste, c'est de savoir déterminer quelle est la zone géographique que nous considérons comme étant souveraine. Merci Maxime Ambla. J'en profite pour dire que, par équité, vous avez écrit un livre. Le nom du livre ?
Abondance et pénurie. Voilà, abondance et pénurie, j'aurais dû le signaler, j'ai mal fait mon travail, mea culpa, mea maxima culpa. Notez que l'un parle plutôt de la production, si j'ai bien écouté, l'autre de l'approvisionnement, ce qui peut refléter, je le dis pour l'avenir de la table ronde, des choix différents. C'est-à-dire que l'approvisionnement, si on considère que la souveraineté énergétique, c'est sécuriser l'approvisionnement, on peut très bien se contenter d'une Union européenne qui nous approvisionnerait, qui serait stable, et considérer que si on a une indépendance énergétique au niveau européen, la souveraineté énergétique française, elle est, je dirais, assurée. Si on parle de localisation de production, ça suppose qu'on soit capable éventuellement de limiter la dépendance à l'extérieur. C'est pour ça que je vous pose cette question, parce que si on pense, je dirais ensuite à la politique européenne, on n'a pas, peut-être pas la même politique. Alors Myrto Tripati, bonjour. Bonjour. Myrto est une très vieille amie, même si elle est très jeune. Donc c'est très agréable de la voir ici aujourd'hui. Par rapport à ce qui a été dit, est-ce qu'il y a une différence d'approche déjà sur la définition de la souveraineté énergétique et quelles conséquences par rapport donc à la politique européenne? Alors merci beaucoup de cette invitation. J'espère que tu as retenu le nom de mon livre. Vous voyez, ça commence très très bien. Donc cette petite boutade mise à part, je pense qu'effectivement, alors je vais peut-être commencer par un très rapide rappel de ce que sont les Voix du nucléaire pour ceux qui ne nous connaîtraient pas déjà. C'est une association que j'ai fondée en mars 2018, donc il y a de ça plus de 5 ans maintenant, et qui visait à redonner sa place à l'énergie nucléaire, non seulement dans le débat public, mais bien sûr dans les politiques publiques à terme, et finalement physiquement à l'intérieur, au sein même du système électrique français et bien sûr européen. Donc les Voix du nucléaire, c'est une association exclusivement composée de bénévoles, apartisanes, et qui aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, j'ai envie de dire, s'est beaucoup attachée à rétablir les faits, à faire beaucoup de pédagogie sur le terrain, partant du principe qu'il fallait respecter l'intelligence des Français et que quand on leur donnait une information qui convenait, ils étaient tout à fait capables de prendre leurs propres décisions et de prendre les positions qui convenaient en fonction de leurs propres intérêts, qu'ils soient environnementaux et climatiques, bien sûr, mais également économiques, solidaires et souverains. Cela étant dit, un petit point sur l'état du débat public, parce que étant sur cette activité depuis maintenant de nombreuses années, il est important de rappeler qu'en fait, l'évolution de l'opinion telle que nous la connaissons aujourd'hui est somme toute très récente. Je pense qu'elle peut se mesurer presque en mois, entre 6 et 12 mois, que nous connaissons cette espèce de renaissance et d'envolée favorable au nucléaire. Je le rappelle parce que quand on a créé les Voix, donc, la situation était autrement plus difficile. Et ces derniers 6-12 mois n'interviennent qu'après une période extrêmement longue qu'on peut quasiment reporter à 30 ans. Pourquoi je fais cette précision? Parce qu'il ne faudrait pas se laisser abuser par l'enthousiasme actuel. Se rappeler d'abord que cet enthousiasme, il ne faut pas que ce soit un effet de mode, qu'il est important de le baser sur une compréhension réelle des faits et que ce travail de pédagogie que nous devons faire auprès des Français, il est important qu'il perdure parce qu'on ne défait pas du jour au lendemain 30 ans de, je pense que on peut appeler un antinucléarisme institutionnalisé au sein de la population, au sein des médias, du corps académique, mais y compris réglementaire, législatif, financier, dont nous sommes tous responsables. Je ne pointe absolument pas de doigt parce que je pense qu'on y a tous contribué d'une manière ou d'une autre, soit en ne s'intéressant pas suffisamment au sujet, soit en ne relevant pas suffisamment ou en n'intervenant pas suffisamment quand c'était notre rôle ou notre tour de le faire. Voilà, donc ça, excusez-moi pour ce petit rappel, mais je pense qu'il est important parce que j'entends beaucoup en ce moment de gens qui disent « ça y est, la bataille est gagnée, avançons ». La deuxième chose qu'il est important de dire, c'est de répondre à la question de... Oula, je suis en train de perdre mon temps très rapidement, de Julien, qui est cette question de la souveraineté. Parce que le nucléaire n'est intéressant pas pour ce qu'il est, mais pour ce à quoi il contribue. Et là, il y a effectivement une forme de convergence d'intérêts. C'est que la souveraineté, la définition que j'en donnerai, rejoint bien sûr celle de Fabien et de Maxime, vous l'avez compris, puisque l'énergie sous-tend absolument tout le reste. Mais je la traduirai de manière plus précise par le terme maîtrise.
Pour moi, il s'agit non seulement de maîtriser son propre débat démocratique et son avenir, et donc avoir la maîtrise de ses décisions et de son vote, puisqu'on sait aujourd'hui qu'il y a des jeux d'influence sur l'opinion des gens qui viennent s'inviter dans une mécanique démocratique qui n'est pas suffisamment préservée. Et puis ensuite, finalement, la maîtrise énergétique nous permet d'avoir la maîtrise de nos choix environnementaux, par exemple. Je donne l'exemple, par exemple, de la réindustrialisation. Aujourd'hui, 45% des émissions de gaz à effet de serre des Français sont importées. C'est-à-dire qu'en fait, on laisse ces émissions se faire à l'extérieur sur les produits qui sont fabriqués, les services qui sont fabriqués à l'extérieur du territoire et que nous importons. Elles ne se font pas ici, mais on en est responsable. Quand on fait sur place, on est capable d'appliquer nos règles, nos normes, nos standards, avec nos exigences, qu'elles soient environnementales ou sociales, par exemple. Donc tout ça est important parce que la maîtrise énergétique entraîne finalement la maîtrise sur tous les autres sujets de solidarité, de modèle de société, d'environnement et de climat. C'est ce que nous avons fait aux Voix du nucléaire en établissant un scénario qui s'appelle TerraWater et qui a été un scénario d'optimal technique où on a cherché à voir, comme l'a expliqué Maxime, qu'est-ce qui se passait si, au lieu d'appliquer une vision idéologique des différentes sources d'énergie, on prenait vraiment ce qui fonctionnait. Et ce qui fonctionne, figurez-vous, c'est en réalité une version réadaptée bas carbone du modèle énergétique français tel qu'il existe déjà, c'est-à-dire qu'il s'appuie sur ces deux piliers que sont le nucléaire et l'hydroélectricité. C'est une bonne nouvelle. Merci Myrto. Alors, je précise que le livre de Myrto s'appelle « La bataille pour le climat », n'est-ce pas ? Et il y a un sous-titre, 2 points, le fait de maîtriser nous-mêmes. Alors, c'est intéressant, pourquoi ? Parce que le livre de Fabien s'appelle « La guerre de l'énergie ». Donc, ça pose quand même une question. On fait la guerre, on mène des batailles, mais pourquoi ? Est-ce que c'est pour le climat, un sujet d'intérêt général qui peut-être suppose une certaine politique, ou est-ce qu'on est au milieu d'une guerre géostratégique ? Et dans ce cas-là, il peut y avoir d'autres objectifs de politique énergétique. Je place ce deuxième point de débat sur la table. Après le premier, qui, je vous rappelle, était est-ce que la souveraineté énergétique, c'est sécuriser son approvisionnement ou sécuriser sa production ? C'est un deuxième sujet et on retrouvera ces différents points ensuite. Alors Yves Bréchet, on a entendu, je dirais, ces 3 premières interventions qui sont finalement assez convergentes, qui commencent ici ou là à permettre de faire apparaître à la fois dans ce qu'a dit Maxime et ce qu'a dit Myrto une forme de politique qu'il faudrait privilégier. On a entendu aussi les inquiétudes sur le fait que la redécouverte de l'industrie nucléaire n'était en réalité peut-être qu'un moment éphémère. Au plan technique, parce que avant, vous êtes d'abord quelqu'un qui vient justement du monde de l'analyse technique des énergies. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les moyens de sécuriser cette souveraineté ? Et est-ce qu'éventuellement, d'ailleurs, vous avez des commentaires à faire sur la définition et sur la politique qu'on pourrait mener au niveau européen ? Bien, vous m'entendez ? Oui. J'ai vu par la batterie que Julien Aubert a déjà prévu de savoir comment m'arrêter de parler. Il sait quand ça commence, il ne sait jamais quand ça se termine. Je suis physicien en sciences des matériaux. Je n'ai pas de livre à vous proposer. J'ai beaucoup écrit, mais les livres que j'ai pu écrire font 1500 pages. C'est des traités de sciences des matériaux. Donc, ce n'est pas sûr que ça serait un succès de gare. Alors, on m'a demandé de parler de souveraineté, en particulier de souveraineté énergétique. Alors, étant physicien, la souveraineté, il a fallu que je me renseigne pour savoir ce que ça voulait dire. Et quand je ne connais pas un mot, je commence par me précipiter sur le grand dictionnaire Larousse du 19e ou du 20e siècle, et je lis « Le pouvoir suprême reconnu à l'État qui implique l'exclusivité de sa compétence sur le territoire national, souveraineté interne, et son indépendance absolue dans l'ordre international où il n'est limité que par ses propres engagements, souveraineté externe ». Pour moi, c'est limpide, cette définition-là. Article 3 de la Constitution française, la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par le voie du référendum. Deuxième point qui me clarifie la question. J'en déduis que les représentants sont les dépositaires de la souveraineté, ils n'en sont pas les propriétaires. Et le 4e point que je voudrais faire, c'est que la délégation de souveraineté ne donne pas mandat pour l'abandon de souveraineté.
Donc ça, c'est ce qui me permet de positionner la question de la souveraineté dans mon esprit de scientifique. Alors, une fois que j'ai positionné cette question-là, je me pose la question d'un sous-produit de la souveraineté qui est la souveraineté industrielle. Alors jusqu'à plus ample informé, une industrie, c'est quelque chose qui prend de la matière, qui utilise de l'énergie pour en faire des choses. Ça suppose qu'une souveraineté industrielle ne fait sens que si on a une souveraineté en termes de matière, une souveraineté en termes d'énergie et une souveraineté en termes de savoir. Par savoir, j'entends savoir et savoir-faire. Alors maintenant, j'en arrive à la souveraineté énergétique. Donc vous voyez, c'est un peu un raisonnement en poupée russe, mais je suis obligé de fonctionner comme ça. Oui. Alors en termes de souveraineté énergétique, la souveraineté énergétique impose une souveraineté en termes de matière, c'est-à-dire de ressources, et une souveraineté en termes de savoir, et en particulier de savoir-faire. Elle nécessite une analyse technique et géopolitique des différents aspects. Et je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup manqué. On bavarde autour de la souveraineté énergétique, on ne réfléchit pas forcément en profondeur à la souveraineté énergétique. Et je pense que cette réflexion en profondeur est un prérequis pour penser une politique, soit au niveau national, soit au niveau européen. Alors je vais essayer assez rapidement d'esquisser les questions qui me semblent devoir être posées. Quand on parle d'énergie, il faut se poser la question de sa production, il faut se poser la question de son transport, il faut poser la question du stockage et la question de l'usage. Et de voir qu'un seul bout de cette histoire-là condamne à avoir non pas des solutions, mais des discours. Alors si on pense production, on peut se dire production, grosso modo, vous avez le nucléaire et les énergies renouvelables. On peut envisager les deux, mais il faut comprendre en quel sens elles sont ou non compatibles. Et il faut aussi se poser la question de la soutenabilité des ressources. La soutenabilité des ressources pour développer les énergies renouvelables, la soutenabilité des ressources pour développer le nucléaire. Alors si je parle du nucléaire que je connais de plus près, développer le nucléaire, relancer le nucléaire, ça ne veut pas simplement dire relancer une technologie qui est avérée, qui est la technologie des réacteurs à eau pressurisée, qui est 90% de l'énergie nucléaire sur la planète. C'est aussi de se dire les ressources, c'est l'uranium qu'on met dans ces réacteurs, pas très loin, chez les voisins. On a eu successivement une série d'abandons qui s'appelait Phénix, Super Phénix, Astrid, qui sont la logique des réacteurs à neutrons rapides. L'idée des réacteurs à neutrons rapides, des RNR, de ce qu'était Super Phénix et de ce qu'était Astrid en potentiel, c'est d'utiliser au mieux la ressource en uranium. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est lié à la souveraineté, parce que vous vous rendez souverain vis-à-vis de la ressource, c'est-à-dire ne pas avoir besoin d'une mine à exploiter je ne sais où, dans des pays plus ou moins stables. Le deuxième point, c'est le point du transport. Alors, le point du transport, ça pose la question du vecteur. Le vecteur naturel de la décarbonation d'une économie, c'est l'électricité. Le vecteur de chaleur peut avoir sens, mais il est limité dans son extension. Le vecteur hydrogène demande à être regardé de très près parce que c'est vraiment pas facile à mettre en œuvre. Et cette question de l'électrification de l'économie pour diminuer de l'impact CO2, c'est quelque chose qui est indispensable à réfléchir encore une fois dans son ensemble. Le troisième point, le stockage, avec son frère jumeau qui est le réseau. De savoir comment on stocke l'électricité, qui est un produit difficilement stockable, n'a pas le même sens si on le stocke vis-à-vis des fluctuations au niveau de la journée, de la demi-journée. J'ai presque fini. Et après, je vous promets que je me tairai. Et je pense que cette question-là de la pilotabilité des ressources d'électricité est essentielle. Et le dernier point, c'est l'usage. On en parle beaucoup en termes de sobriété, ça fait bien. Mais la première question qu'il faut se poser, c'est quelle est la nature de l'usage qu'on va faire? Est-ce que c'est un usage qui est délocalisé, un usage qui est localisé? Est-ce que la source d'énergie doit être centralisée ou est-ce qu'elle peut être diffuse? Tant qu'on n'aura pas posé les questions dans ces termes-là de manière quantitative, on n'aura pas de politique qui tienne debout. Merci Yves. Alors, intéressant parce qu'on voit que derrière les sujets d'approvisionnement, de production, il y a effectivement des sujets de stockage, des sujets de combustible, et puis avec quelque chose très centré sur le nucléaire qui est évidemment le cœur du niveau, avec l'hydro, du vaisseau amiral français. Et je dirais toute la difficulté du fait que quand on parle d'énergie, on ne parle pas seulement d'électricité, mais on parle en fait majoritairement de dépendance fossile. Ce qui fait le lien avec peut-être l'intervention de Nicolas Meillan, qui vient donc conclure cette première salve. Alors, est-ce que sur la souveraineté, il y a des choses à rajouter?
Je pourrais d'ailleurs ajouter, est-ce que la souveraineté, c'est forcément l'autosuffisance énergétique? Je referme la parenthèse. Et deuxièmement, est-ce que sur les autres énergies, parce qu'il n'y a pas que la France, voilà, on est pris, je dirais, dans un faisceau plus complexe, quel panorama peut-être plus global on peut avoir au niveau européen ou mondial? Oui, alors effectivement, c'est vrai que quand on parle d'énergie au niveau mondial, c'est quand même 80% d'énergie fossile, pétrole, gaz, charbon. En France, c'est la moitié. Et pour entrer dans le vif du sujet, avec le conflit en Ukraine, l'Europe avait un semblant de souveraineté énergétique puisqu'elle importait son gaz et du pétrole de Norvège, qui ne fait pas d'ailleurs partie de l'Union européenne, et de la Russie, qui lui permettait d'avoir un accès à l'énergie bon marché et notamment du gaz naturel. Et avec ce conflit-là, l'Europe, le cordon ombilical entre l'Europe et la Russie, malheureusement, a été coupé, ce qui nous met dans une posture très délicate. Sur le pétrole, un petit panorama très rapide de ce qui se passe au niveau mondial. On produit 80 millions de barils par jour. 3 producteurs mondiaux principaux, qui sont les États-Unis, la Russie et l'Arabie saoudite, 10 millions de barils par jour chacun. Et donc on vient de perdre l'un de ces producteurs, qui était notre producteur, la Russie, puisque nous avons imposé des sanctions en décembre dernier sur les achats de pétrole russe. Un maximum de production qui a été passé une première fois en 2008 sur ce qu'on appelle le pétrole conventionnel, facile à extraire. Une piquose de rab avec le pétrole de Rochemer aux États-Unis pendant 10 ans. Et là, un deuxième pic de production qui a eu lieu en 2018. Donc il y a 5 ans déjà, 85 millions de barils par jour. Ma conviction est que nous ne reviendrons pas plus à ces niveaux, puisqu'on ne sera pas capable de reproduire ce qui s'est passé aux États-Unis. Donc nous allons rentrer dans un monde contraint en pétrole. Et si vous n'en êtes pas convaincu, il suffit d'aller à la pompe avec 95 $ du baril, un prix de l'essence à 2 €. Et comme vous l'avez vu cette semaine avec le fiasco gouvernemental de la vente à perte, nous sommes complètement nus sur le pétrole. Nous ne faisons pas les prix du pétrole, même si M. Macron peut toujours tenter d'appeler M. Poutine pour lui demander de vendre à perte. Nous ne maîtrisons pas les raffineries, le raffinage, c'est un marché mondial. Nous avons fermé beaucoup de raffineries nous-mêmes avant la crise du Covid. Et donc, la seule chose que nous maîtrisons, ce sont nos taxes. Il faudra peut-être qu'un jour le gouvernement, par exemple, supprime une taxe sur la taxe, cette spécialité française qui permettrait à chacun de récupérer un petit peu d'argent sur le carburant. Sur le gaz, très rapidement, on a encore quelques champions mondiaux. On retrouve à nouveau les États-Unis et la Russie, deux rivaux historiques. Et puis derrière, on a le Qatar et l'Australie. Le Qatar qui veut vendre des contrats à long terme, mais comme l'Europe va sauver le monde avec la neutralité carbone, nous n'en voulons pas. Donc ils les vendent aux Chinois et nous racheterons ce gaz aux Chinois 2 fois le prix. Et en termes de consommateurs, le gaz, attention, c'est l'énergie de la transition énergétique. Parce que quand vous voulez mettre des éoliennes et des panneaux solaires, quand il n'y a pas de vent, il n'y a pas de soleil, et que vous ne voulez pas de nucléaire non plus, ça se fait avec du gaz. Et le gaz permet aussi d'ailleurs à M. Donald Trump d'avoir été un des présidents qui a le plus baissé les émissions de CO2 aux États-Unis en remplaçant de l'électricité à base de charbon par de l'électricité à base de gaz. Ce qu'a d'ailleurs aussi fait la Chine, qui lui a permis de baisser aussi ses émissions de CO2. Et donc nous sommes, nous en Europe, en compétition avec la Chine, avec le Japon, avec la Corée du Sud, sur une énergie qui est devenue mondiale avec le développement du gaz naturel liquéfié. Et petite ironie de l'histoire, la France était l'an dernier le champion du monde des importations de gaz de schiste américain, sachant que, comme vous le savez, nous interdisons et son exploitation et son exploration. Donc il est interdit d'aller regarder si nous en avons. Et donc nous sommes dans ce monde-là où nous retrouvons avec un prix du gaz auparavant qui était 2 fois plus cher qu'aux États-Unis et qui aujourd'hui, après le conflit, est 4 fois plus cher qu'aux États-Unis. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le gaz, c'est l'énergie de l'industrie. Quand vous fabriquez des batteries pour les voitures électriques, vous ne les faites pas avec des panneaux solaires ou avec des éoliennes, vous les faites avec des gaz naturels pour alimenter des fours. Et donc un certain nombre de projets qui sont prévus en Europe, la fameuse réindustrialisation, dont le gouvernement aime beaucoup parler, ces projets-là sont en train de partir aux États-Unis. Pour finir sur la souveraineté énergétique, moi je dis souvent on est autant souverain sur le nucléaire que sur le pétrole. Parce que sur le nucléaire, on importe de l'uranium, on le met dans une centrale, ça fait de l'électricité. Et sur le pétrole, on importe du pétrole, on le met dans une raffinerie, ça fait du carburant. Donc, in fine, la seule énergie où on pouvait être
énergétiquement indépendants, c'était le nucléaire de 4e génération, qui nous permettait d'utiliser le stock de déchets que nous avons, puisque nous sommes le plus grand stockeur européen pour faire de l'électricité. Et malheureusement, ce projet a été tué 2 fois. Une première fois par Lionel Jospin et Dominique Voynet en 1998, suite à leur accord gouvernemental, et une seconde fois pour une logique de chef comptable par Emmanuel Macron en 2019. C'était le projet Astrid qui avait ressuscité ceci au début des années 2000. Merci. Alors, on peut l'applaudir. On vient à la redoutable tâche du modérateur qui est de problématiser, de synthétiser tout ça. Quand on vous écoute, on s'aperçoit que d'abord on parle beaucoup en matière d'énergie de climat, je me rappelle, je dirais comme objectif, et on a bien senti aussi dans d'autres présentations que vous mettiez davantage l'accent sur la question de la dépendance, de la relation avec les États-Unis, la Russie, et le fait qu'il fallait quelque part s'arracher à cette dépendance. Ce qui pose quand même, premièrement, la question de savoir quel est notre objectif numéro 1. Et est-ce qu'on est capable de faire en même temps une transition énergétique écologiste et en même temps une lutte pour la dépendance. Parce que si on revient à des choses très concrètes, tout à l'heure a été évoqué le gaz de schiste, les Américains exportent du GNL qui a remplacé le gaz russe. Effectivement, en France, on ne fait pas de gaz de schiste, et donc dans les solutions qui sont présentées, par exemple, dans ton scénario, il n'y a pas le gaz de schiste. Donc si on pense que la souveraineté énergétique, c'est la production, voilà. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas écologique. On aura un vrai débat. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est effectivement de limiter cette dépendance aux fossiles, et donc ce sont les scénarios d'électrification. Et la question qui se pose alors, c'est est-ce que nous avons le potentiel, nous Français, de s'électrifier suffisamment par rapport à nos besoins, je crois que c'est ce que disait Yves, par rapport à l'évolution de la consommation, pour s'arracher le plus possible à cette dépendance fossile. Est-ce que c'est véritablement possible ? Et puis la troisième, c'est quand même le sujet de l'Union européenne, car on voit bien que la dépendance accrue, c'est une question que je pose, même si elle est présentée de manière affirmative, mais est-ce que la dépendance accrue des autres partenaires européens, notamment l'Allemagne, aux fossiles, et leur poids au sein de l'ensemble européen, fait que finalement l'ensemble européen mène une politique énergétique qui est décentrée par rapport à nos intérêts. En d'autres termes, si tous les pays d'Europe faisaient du nucléaire, peut-être que le nucléaire ne poserait pas de problème dans la taxonomie, et que deuxièmement, on n'insisterait pas pour trouver des sources d'approvisionnement en gaz pour faire fonctionner les éoliennes. Donc, est-ce que, du coup, par rapport à cette question majeure, il faut écouter ceux qui disent sortons de ce carcan européen de manière à pouvoir mener notre politique indépendante, ou est-ce qu'il faut plutôt aller vers pesons massivement en Europe, et est-ce que c'est possible pour réorienter cette politique ? Voilà 3 questions que je vous pose qui essayent de synthétiser un peu ce que vous avez pu dire. Qui veut réagir ? Fabien. Merci beaucoup. En préalable, je voudrais quand même prendre un peu la donnée d'un point de vue géopolitique global. Il faut comprendre que les États-Unis mènent une guerre absolue de contrôle énergétique global. Je voudrais reprendre le propos en 2019, lorsque Rick Perry, secrétaire d'État à l'énergie, va signer un contrat de distribution de gaz naturel liquéfié et il signe avec la Commission européenne. À cette occasion, sur Euractiv, il est interviewé et il dit la chose suivante. 75 ans après avoir libéré l'Europe de l'Allemagne nazie, les États-Unis viennent libérer l'Europe, non pas avec de jeunes soldats américains, mais avec du gaz naturel liquéfié. Ce n'est plus un débarquement par des soldats, c'est un débarquement par des méthaniers. Il faut bien comprendre cette dimension. Et le deuxième acte symbolique est intervenu il y a 15 jours. Alors ce n'est pas la même technologie, mais les mots ont un sens. Nous avons abandonné Phoenix, nous avons abandonné Super Phoenix. Deux solutions incroyables pour la souveraineté énergétique européenne. Du reste, la technologie a été reprise par la Russie qui a construit 2 réacteurs à neutrons rapides. Du reste, la technologie a été reprise par Bill Gates qui est en train de construire un réacteur à neutrons rapides aux États-Unis. John Kerry est arrivé aux États-Unis pour créer un guichet unique pour remplacer les centrales au charbon en Europe, dans l'Union européenne, et ce guichet unique s'appelle Phoenix. Les mots ont un sens. Les États-Unis viennent s'approprier symboliquement le mot
qui était le mot essentiel de la souveraineté énergétique européenne. Dans ce sens, pour revenir, donc, si on a compris qu'en fait, en réalité, nous sommes dans une guerre énergétique mondiale et que cette guerre est la troisième guerre mondiale, sous sa forme énergétique, eh bien, nous avons compris que nous devons créer les pare-feux. Ces pare-feux, l'Europe en a les moyens. Alors, quel est l'acteur clé dans cette Europe ? Eh bien, c'est la France. Parce que la France dépend énergétiquement que de 45% de ses importations. L'Allemagne dépend de 65%. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'Allemagne est en une difficulté économique considérable. Certains pays comme l'Italie, l'Espagne et la Grèce sont à 70% d'importation. Alors nos partenaires européens, évidemment, dépendent complètement pour leur économie, pour leur industrie, pour leur chauffage, pour leur vie, de la vassalisation politique des pays fournisseurs. Et en fait, on est passé d'une vassalisation russe à une vassalisation américaine. Et donc, de ce fait, l'Union européenne, selon moi, dans cette tension internationale, et la France a un rôle absolu de moteur, comme lorsqu'elle a créé la communauté européenne de l'énergie atomique. Et donc, moi, ce que je suggère pour retrouver cette souveraineté énergétique européenne, c'est en fait de mettre en place au sein de l'Union européenne un grand plan Mesmer européen, je l'appelle le plan nucléaire européen, qui reprend la technologie actuelle des réacteurs à eau pressurisée, mais qui reprend surtout les nouvelles technologies basées sur le plutonium. Et pourquoi ? Parce que le plutonium, nous l'avons sur notre sol, ce qui n'est pas la même chose pour l'uranium. Et donc, ce plan nucléaire européen, il revient sur les bases historiques de l'Union européenne. En fait, il faut comprendre une chose, c'est que nous avons deux problèmes à résoudre. Le problème avec l'Allemagne, qui nous mène une guerre terrible pour imposer ses éoliennes couplées au gaz et maintenant couplées au charbon, et le problème de la France, qui doit reprendre au sein de l'Union européenne un leadership énergétique qui est lié à son histoire et qui est lié à l'histoire de l'Union européenne. L'Europe est liée, oui. L'Union européenne est liée au nucléaire, ne pourra jamais se détacher au nucléaire. Et quand l'Allemagne fait la guerre au nucléaire français, elle fait la guerre à l'Europe. Donc il faut que l'Allemagne prenne acte, elle doit quitter l'Union européenne, elle doit faire un Dutchit si elle n'est pas en mesure d'accepter le nucléaire français. Oula. Alors, ça, c'est une option que je n'avais pas mise sur la table. Effectivement, il y avait une troisième option qui est de nucléariser toute l'Europe, ce qui suppose d'avoir l'accord de Berlin. Je suis moins optimiste. Myrto. Oui, alors merci beaucoup. Et n'oublie pas de parler du gaz de schiste. Oui, alors je n'allais pas forcément en parler, il y a énormément de choses à dire. Alors effectivement, Fabien nous réjouit avec énormément de volonté politique, d'intention politique, un peu idéologique aussi. Moi, j'aime bien revenir un petit peu aux fondamentaux physiques et rappeler et repartir un petit peu de la fin de ce que j'ai pu dire précédemment, qui était que le modèle énergétique français tel qu'il existe aujourd'hui et qui s'appuie effectivement sur une base très importante de nucléaire et d'hydroélectricité est un modèle qui est physiquement optimal. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il peut l'être encore plus si on rentre dans une logique bas carbone et si on étend ce modèle électrique optimal nucléaire hydraulique à une plus grande proportion de notre approvisionnement énergétique total. Donc l'objectif déjà, puisque 100% de notre approvisionnement fossile, pétrole, gaz, charbon en France, qui est un peu moins de 80% de notre consommation énergétique totale, est importée. Donc aujourd'hui, on importe tout ce qui est fossile et tout ce qui est gaz. Donc la première chose à faire, c'est de se débarrasser de ça. Se débarrasser de ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire faire de l'électricité. Faire de l'électricité, on a une option qui est idéale, avec laquelle on a de la chance, c'est le nucléaire. Pourquoi c'est idéal ? Parce que c'est sobre en matériaux, ça consomme et donc ça importe très très peu de matériaux. On a besoin de peu de place, de peu de matériaux pour générer une quantité d'énergie absolument phénoménale. Donc ça, c'est très bien pour un pays comme le nôtre, qui est quand même relativement limité, et puis qui en plus a des paysages, a de la population, etc. On n'a pas envie de couvrir effectivement notre territoire d'équipement et de capacité de production. C'est une énergie qui est l'énergie la plus bas carbone de France et d'Europe, de très loin. Le nucléaire, bien avant le solaire, l'éolien et même l'hydraulique dans certaines circonstances. Et chose importante pour rejoindre ce que Yves disait tout à l'heure, c'est une énergie de l'intelligence.
C'est-à-dire que la ressource la plus intensément consommée par le nucléaire, c'est l'intelligence, les savoirs, les savoir-faire, l'expérience, l'expertise, la collaboration scientifique. Ce qui veut dire quoi ? Ça veut dire qu'effectivement, si on veut notre indépendance énergétique et donc notre autonomie de décision et notre autonomie de fabrication, de production, d'usage, tout ce que vous voulez, ça veut dire aussi qu'il faut maintenir les échanges et que souveraineté étant maîtrise, ça ne veut pas dire fermeture. Ce qu'on oublie, c'est que dans le nucléaire mondial, l'histoire du nucléaire mondial depuis le début a toujours été une histoire d'échange. Il n'y a pas un pays, y compris les États-Unis, qui ont été capables de faire leur programme nucléaire tout seuls. Framatome, c'est France-Amérique de l'atome. Les États-Unis ont profité des découvertes de Pierre et Marie Curie, qui eux-mêmes ont utilisé des découvertes de Lisa Heiss en Allemagne. Les Chinois ont démarré avec des réacteurs américains et des réacteurs chinois. Les Indiens ont démarré avec des Canadiens. Les Canadiens sont partis, ils ont fini tout seuls. Maintenant, ils recommencent à s'intéresser à ce qui se passe à l'extérieur. Ça n'est qu'une histoire d'échange. Ces échanges, ils sont indispensables pour plusieurs choses. D'abord, pour maintenir des niveaux de compétences et d'appréciation scientifique et technique qui sont suffisantes pour progresser et justement progressivement réduire l'empreinte économique, environnementale et climatique de notre production énergétique. La deuxième chose, ils sont importants. Pourquoi ? Parce que la France est un pays relativement petit, il faut quand même se le dire, qui a pour frontière réelle celle de l'Europe, et on a besoin que cette Europe soit forte, et on a besoin que cette Europe fasse aussi des choix aussi souverains et robustes que les nôtres, parce que quand on est une chaîne, finalement, on est toujours aussi fort que le maillon le plus faible. Mais quand ils ne sont pas d'accord. Et alors, c'est bien pour ça qu'il est important d'influencer, d'être suffisamment tourné vers l'extérieur, d'être partie prenante des organes de décision pour pouvoir influencer de l'intérieur ce qui est en train de se passer. C'est exactement... Alors, je précise, je suis un petit peu fatiguée, je m'excuse. Pourquoi ? Parce que je reviens des États-Unis où je viens de passer 3-4 jours à discuter politique nucléaire des États-Unis et des Américains et voir ce qu'il en ressortait, ce qu'ils étaient en train de se dire. Eh bien, ils sont pourtant une île. Ils sont protégés par 2 océans qui sont les 2 plus grands océans. Et bien, pour autant, ils considèrent que leur force et leur souveraineté, ils la tireront de leur capacité à être forts à l'extérieur, à faire du soft power avec du nucléaire, à être influents sur les politiques énergétiques Est-ce que tu crois que l'Allemagne peut se convertir au nucléaire ? Mais j'en suis absolument convaincue. Mais de la même manière où, en 2018, alors que tout le monde me disait le contraire, j'étais absolument convaincue que les Français pouvaient se retourner une nouvelle fois vers le nucléaire, en faveur du nucléaire, et qu'on en a fait la démonstration. Le gaz de schiste, non. Honnêtement, le gaz de schiste, il y a une autre dimension et une autre importance à l'influence et au fait d'être capable de faire en sorte que les autres nous rejoignent sur nos prises de décision, c'est que la question climatique et environnementale, elle est globale. Donc à un moment, si on veut être protégé dans nos frontières, on ne va pas être protégé de l'air qu'on respire, de la météo qui va être le résultat d'un changement climatique majeur, d'une montée des eaux qui va impacter tout le monde. Donc aujourd'hui, il y a une responsabilité. Si on veut être dans une dimension de bien-être sur le territoire, de s'assurer que ce bien-être, il est aussi partagé autant que possible. Ok. On peut l'applaudir ? Bon alors Maxime, d'accord ou pas d'accord ? Dans l'absolu, je rejoins Myrto sur son propos concernant la problématique énergétique seule. Mais si on la couple à la problématique climatique et à la problématique de l'épuisement des ressources naturelles, on est face à une sorte de course contre la montre, en fait. Donc, est-ce qu'on a forcément le temps de se permettre d'essayer d'influencer les autres pour faire ce qu'on veut chez nous ? Ça, c'est la question que je pose. Vis-à-vis de la question initiale qui était posée sur qu'est-ce qu'il faut prioriser ? Est-ce qu'il faut prioriser la lutte contre le réchauffement climatique ? Est-ce qu'il faut prioriser notre indépendance en termes de production d'énergie ? Moi, je dirais pourquoi pas les deux, en fait. Mais pourquoi pas plusieurs choses, en fait. Quand je parlais de contraintes physiques naturelles tout à l'heure, j'ai mentionné plusieurs choses. J'ai mentionné les gisements disponibles. Donc ça concerne à la fois pétrole, gaz, charbon, uranium, mais aussi les gisements en vent, les gisements en solaire et en biomasse. On a également les contraintes concernant les impacts sanitaires qu'il ne faut pas négliger. Aujourd'hui, le charbon fait, je crois que c'est à peu près 180 morts par million de tonnes de charbon extrait. C'est des morts équivalents à perte d'espérance de vie.
On a les impacts environnementaux, donc ça comprend à la fois les émissions de CO2, mais pas que. Ça prend l'occupation des sols, ça prend la pollution atmosphérique, plein d'autres aspects. Et nous avons aussi, et Yves en a parlé tout à l'heure, ce que j'ai appelé, moi, la commodité, et ça concerne tout ce qui est l'approvisionnement en énergie finale. Donc, on utilise de l'énergie primaire, on produit de l'électricité grâce à ça, ou n'importe quel autre vecteur énergétique, hydrogène, ou ça peut être du carburant synthétique ou je ne sais quoi. Et ce qu'il faut, c'est essayer de nous assurer que cet approvisionnement en énergie finale soit la plus commode, la plus simple d'utilisation à la fin, Maxime, pour les usages qu'on en a. Si demain, je prends un exemple théorique, si demain on décidait de prospecter le gaz de schiste ou le pétrole de schiste en France, et qu'on s'apercevait qu'on a des réserves importantes, cette production viendrait en fait se substituer à des importations. Donc, par rapport au sujet du fait de savoir si l'air va être pollué, des particules, en réalité, tant qu'il y a des gens qui roulent avec des automobiles, et pour le laps de temps assez long où ça va continuer, ça n'a pas d'impact majeur en termes de santé. Le sujet de la santé, en réalité, c'est neutre, tant qu'on n'a pas remplacé tout cela par des véhicules électriques. Donc, c'est pour ça que le sujet de dire, par rapport en tout cas à la santé publique, est-ce que c'est vraiment l'argument? On pourrait parler de la question de l'eau, par exemple, ça c'est un sujet environnemental, mais sur la question de la santé, est-ce que vraiment c'est l'enjeu? Parce que si on considère que le fossile va mettre 30 ou 40 ans pour disparaître, on devrait, si on est logique avec nous-mêmes, la production, la localisation, dire essayons de substituer en tout cas le fossile qu'on importe pour réduire notre dépendance. Aujourd'hui, l'extraction quand même du gaz de schiste, ça dépend des technologies, mais elle n'est pas anodine au niveau de la santé. Et puis on n'a pas la densité de population du Wyoming américain en France. Donc ça n'aura pas quand même des impacts négligeables à mon avis. Et puis qu'est-ce qu'on veut? Ça dépend en fait la vision qu'on se met. Est-ce qu'on veut faire du court terme et essayer de repousser une échéance qui dans l'absolu arrivera tôt ou tard parce que les réserves de gaz et de pétrole arriveront à terme d'ici... Déjà, le pic est passé, donc on a un approvisionnement qui va se réduire, et puis elles arriveront à terme d'ici la fin du siècle, en gros, en ordre de grandeur. Ou est-ce qu'on veut commencer déjà aujourd'hui, parce qu'on a une contrainte qui est déjà chez nous présente, à faire en sorte de se débarrasser de ces modes de ces sources d'énergie? C'est la grande question qu'il y a. Donc, on peut aller taper dans les réserves si vous voulez, il y aura les impacts qu'il y aura, on va continuer à se droguer un peu plus au gaz et au pétrole, mais ça ne sera que repousser une échéance qui arrivera tôt ou tard. D'accord. Alors, Nicolas... Non, c'était Nicolas. Si, c'est moi. Écoute, moi je vais commencer par d'abord rebondir sur la question que tu as posée à Myrto. Et après il y aura Yves et après il y aura les questions. Après il y aura les questions. Sur l'Allemagne. Rangez vos tomates. Est-ce que l'Allemagne peut changer d'avis sur le nucléaire? Alors moi c'est vrai que j'ai toujours mis... Ça m'a pris beaucoup de temps de comprendre pourquoi est-ce que les Allemands étaient autant opposés au nucléaire. Et puis un jour j'ai discuté avec un Allemand. Qu'est-ce qu'il m'a expliqué? Alors, je pense que déjà c'est dans leur gène, c'est dans leur peau, c'est culturel, puisque comme ils étaient à la séparation entre les deux blocs pendant la guerre froide, ils ont eu peur de s'en prendre une sur la tête pendant quelques dizaines d'années. Et puis après, quand je lui dis mais pourquoi est-ce que vous êtes contre le nucléaire alors que le charbon émet beaucoup de CO2? C'est simple, il m'a répondu yellow cake. Yellow cake, c'est quoi? C'est les déchets nucléaires. Il m'a dit voilà. Et donc vous considérez que les déchets sont plus dangereux que le CO2? Oui. Point. Donc les Allemands, pour moi, ça va être compliqué. Alors je te laisserai répondre. Je fais mon petit truc après, puis je te laisserai. On peut essayer, évidemment. L'opinion allemande est en train d'évoluer, mais un exemple encore. Angela Merkel en 2010 prolonge la durée de vie des centrales nucléaires de 10 ans. Peu de gens le savent, mais 6 mois avant Fukushima, les centrales nucléaires passent d'une fermeture de 2022 à 2032. Et puis ensuite, vous avez Fukushima. Qu'est-ce qui se passe? Pour des raisons électorales, elle retourne sa veste une deuxième fois pour revenir sur 2022. Juste sur tes 3 questions que j'ai notées, climat par rapport à énergie fossile, comment on fait? Moi, c'est vrai que je regarde ce qui s'est passé il y a 5 ans avec les Gilets jaunes. Est-ce qu'ils étaient dans la rue à cause du CO2 ou à cause du prix du carburant? Je pense qu'en fait, on a 2 contraintes, dont une à échéance beaucoup plus proche, qui est sur le prix du carburant. Et la bonne nouvelle, c'est que 80% des émissions de CO2 viennent des énergies fossiles. Donc si on résout le premier problème, a priori, on va aussi résoudre le second. Tu as parlé d'électrification. Comment est-ce qu'on fait pour augmenter notre souveraineté? L'électrification peut être une solution. Quand j'étais à France Stratégie en 2019, j'ai aussi proposé de réduire la taille des voitures pour pouvoir réduire notre consommation de pétrole, accessoirement de pétrole russe. C'était une solution qui n'intéressait pas à l'époque la ministre des Transports, Madame Elisabeth Borne. Mais néanmoins, par rapport aux objectifs
stupide de l'Union européenne de vendre 100% de voitures électriques chinoises en 2035. Moi, ce que je propose, c'est de faire dès 2030, d'électrifier toute la mobilité du quotidien. Donc quand vous vous déplacez, ce qui représente 80% des kilomètres, avec des petites voitures électriques, avec des batteries qui ne contiennent pas de métaux critiques, donc sodium-ion par exemple, pas de lithium, pas de nickel, pas de cobalt, pas de manganèse. Et puis le dernier point, l'Union européenne. Quelle est la souveraineté de l'Union européenne? En fait, il n'y a pas de politique énergétique à proprement parler en Union européenne. La seule qui existe, c'est celle du marché de l'électricité, qui a permis une optimisation des échanges d'électricité qui existe, n'en déplaise à Madame Pannier-Runacher, depuis 1967. C'est depuis 1967 qu'on s'échange de l'électricité. Là, on les a optimisés. Mais quel a été l'effet collatéral? C'est que comme on comptait sur les voisins, on a réduit toutes nos marges de manœuvre. On a fermé chacun dans notre coin des centrales à charbon, des centrales à gaz, des centrales nucléaires. Et nous, on a publié un rapport avec France Stratégie début 2021 sur le risque d'approvisionnement électrique en Europe. Parce qu'en fait, on n'est pas devenus tous des cigales. Et on coûte tous sur notre voisin. Le jour où il fera froid, qu'on n'aura pas nos éoliennes, qu'on n'aura pas nos panneaux solaires, on va tous faire confiance au voisin. Mais le voisin, il a fermé toutes ses centrales. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Eh bien, c'est un blackout. Merci, Nicolas. Alors, juste, Myrto voulait répondre, et après Yves. Myrto. Oui, je fais juste un petit point rapide, je promets, sur la question de l'Allemagne. Parce que je pense que France-Allemagne, c'est un sujet important pour la France et pour la construction européenne. Sur la question de la différence de situation entre la France et l'Allemagne. J'ai eu à faire une intervention dans ce qui était le dernier colloque de l'industrie allemande l'année dernière, avant ce qui est considéré être sa fermeture définitive. Et pour faire ça, je me suis renseignée auprès des Allemands et de bien comprendre la différence de situation avant que moi je vienne leur exposer ce qui se passait en France. Et la réalité, c'est que avant les 6 derniers mois de changement d'opinion dont j'ai parlé, et encore, du point de vue de la connaissance académique et de la résistance du monde académique, sur la question du nucléaire, de l'antinucléarisme primaire, de la majorité des médias, sur le fait que la législation était extrêmement antinucléaire et poussait à la fermeture des centrales, sur le fait que la réglementation était extrêmement contraignante. Toutes ces choses-là étaient absolument équivalentes entre la France et l'Allemagne. C'est-à-dire qu'on était dans une situation en France où l'antinucléarisme était le même que celui qui existait en Allemagne. Ils étaient aussi intelligents que nous, aussi bêtes que nous, ou nous l'étions tout autant qu'eux, mais la réalité, c'est qu'on était dans la même situation et qu'on n'avait absolument rien à leur envier. La seule différence entre la France et l'Allemagne, je vais vous dire, c'est que l'Allemagne a une alternative, qui est le charbon, que nous, on n'a pas. Et donc, ils ont eu le luxe de fermer leurs centrales nucléaires et de, finalement, donner libre cours à leur antinucléarisme primaire. Et cette alternative, et ils avaient aussi le gaz russe. Donc ces alternatives, avec les questions de climat et avec les questions de guerre avec les Russes, ils sont en train de les perdre. Ensuite, sur la question de est-ce que les Allemands sont capables d'évoluer dans le même sens dans lequel nous, on est en train d'évoluer. Oui, tout à fait, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est qu'une majorité de l'opinion publique allemande est en faveur de garder les centrales nucléaires existantes en fonctionnement, enfin de les redémarrer, puisqu'ils viennent de fermer les dernières. On sait qu'il y a un certain nombre de partis politiques qui sont en train de s'exprimer, et notamment le ministre de l'Industrie et des Finances, de manière extrêmement positive vis-à-vis de l'énergie nucléaire, et que finalement, les Allemands, je vous rappelle, ont une des plus belles industries nucléaires en Europe. Ils continuent à approvisionner sur la chaîne de fabrication les autres industries, les autres fabricants. Et puis finalement, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il se passe ce qui se passe au niveau de l'Union européenne? Parce que les Allemands occupent le terrain au sein des cabinets, au sein des commissions, auprès des commissaires européens, à tous les postes en dessous des directions générales, et que du coup, ils influencent la politique générale de l'Union européenne. Donc charge à nous de faire la même chose. Yves. Alors, 2 points. Je voudrais revenir sur ces histoires de gaz de schiste, parce que ça dépasse largement les histoires de gaz de schiste. Ça fait des années que la France n'explore plus son sous-sol. La question n'est pas de savoir si on doit l'exploiter, la question est de savoir ce qu'on a dedans. Et même si vous allez négocier du gaz dehors, c'est quand même mieux de pouvoir dire, écoutez, on en a dedans, on ne le prendra pas à n'importe quel prix. Donc ça, c'est la première chose. Et c'est la même chose pour toutes les ressources. Donc je pense qu'il y a un besoin énorme de redonner les possibilités au BRGM de savoir quel est notre sous-sol.
Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je ne pensais pas pouvoir venir assez vieux pour écouter ce truc-là qui, pour moi, est une incarnation parfaite de Michel Audiard. Vous savez, ce film où il dit qu'ils osent tout. Les mêmes qui, par 20 ans, voire 30 ans de procrastination, nous ont rendu difficile de reconstruire des centrales. Les mêmes qui ont méthodiquement saboté la fermeture du cycle et les réacteurs à neutrons rapides, les mêmes sont en train de nous dire on n'a plus le temps de construire et on est en déficit de ressources. Je dis là, ça commence à bien faire, ça passe un peu ma patience, ce genre de choses. Donc on a construit pendant... On a construit, si vous regardez le plan Mesmer et ce qui a suivi, pendant 20 ans, on a construit 60 centrales, enfin 58. Quand vous discutez avec les gens qui ont construit ce parc, vous voyez des gens qui vous disent que chaque année, on avait jusqu'à 5 centrales qui étaient en construction. L'organisation de la construction du parc, celui qui l'a fait, il s'appelle Michel Hugues, sous le patronage de Marcel Boiteux. Michel Hugues est mort il y a quelques années, il n'y a pas eu une ligne dans la presse, pas une ligne. Donc je veux dire, il y a un moment, il faut qu'on reprenne la main, que les ingénieurs reprennent la main, que les gens qui fabriquent prennent la main sur les gens qui parlent. Ça devient une urgence. Je pense qu'on est parfaitement en état de le faire. Alors maintenant, pour ce qui est des réacteurs à neutrons rapides, la France est un pays qui a un certain génie pour rater tous les trains. Mais là, on a réussi à descendre du train au moment même du train qu'on a construit nous-mêmes, au moment même où il partait ailleurs. Il faut quand même le faire. Donc, vous m'excuserez, je prends ça un peu avec une certaine passion parce que je suis un ingénieur qui aime la science et qui aime son pays. C'est une espèce qui mérite quand même que de temps en temps on l'écoute, même si les gouvernements ne les écoutent pas. Alors maintenant, je vais venir au point de vue européen. Là, j'aurais à dire plusieurs choses. L'hégémonie allemande a bon dos. Je veux dire, on peut dire que les Allemands possèdent tout en Europe. L'hégémonie allemande, elle est surtout basée sur la lâcheté des Français. Je veux dire, j'ai vu pendant des années les gouvernements, les hauts fonctionnaires, les représentants à Bruxelles ne pas lever le petit doigt pour défendre le nucléaire. Alors, il y a un moment, ça suffit. Je veux dire, on peut dire que c'est de la faute des Allemands, pas que. Vous savez, il y a avant de se demander s'il faut sortir, il faudrait peut-être se demander si on ne peut pas se relever. Je veux dire, c'est vrai que quand on a rampé longtemps, on est un peu ankylosé. Mais rappelez-vous ce que disait Étienne de la Boétie. Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Alors, le troisième point que je voudrais faire, c'est que, certes, le discours a changé. Et je suis ravi de voir qu'il a changé. Mais je ne suis pas assez savant pour reconnaître un arbre à ses feuilles. J'ai besoin de le reconnaître à ses fruits. Bravo. Alors, une toute petite remarque. Mais très bref, alors parce que moi j'ai des questions à faire poser et j'entends des estomacs qui vont commencer à gronder. Par rapport aux ressources naturelles françaises, je voudrais juste attirer votre attention sur une information très importante de la découverte d'un gisement d'hydrogène blanc en Lorraine, qui est très important. Et il y a eu un article dans Science sur l'importance de l'hydrogène blanc. L'hydrogène blanc, c'est un hydrogène établi à l'état naturel qui coûte 6 fois moins cher que l'hydrogène vert, par exemple, produit par les réacteurs nucléaires. Donc, par rapport à vos questions de sous-sol, c'est juste cette remarque-là, c'est quelque chose de très intéressant. Donc, on va prendre des questions. Alors, si vous commencez, moi je vais... Non, 2 minutes. Sur l'hydrogène blanc, je demande à ce qu'on regarde ça de près d'un point de vue scientifique. Moi, je commence à en avoir plus que marre. Les scientifiques qui arrivent par 2 pages dans Science ou 3 pages dans Nature et qui font essentiellement leur publicité dans le Financial Times. Je veux dire, il y a un moment, il faut encore bosser. Et si je peux me permettre, l'hydrogène blanc comme le vert et comme le marron et tout cela sera aussi peu transportable, aussi peu stockable et tout aussi accidentogène que les autres. Alors, oui, parce que pour ceux qui ont oublié la table de Mendeleïev, un bon vecteur électrique de je vous rappelle que l'hydrogène est une toute petite molécule et donc il y a beaucoup de dissipation dans le transport. Alors, bien, non, comme disait M. Thorez, et je sais que parmi vous sont sensibles à ces genres de citations, il faut savoir terminer une grève. Et ça vaut également pour une conférence ou une table ronde. Voilà, c'est mon côté communiste. Merci beaucoup, Julien. Alors, on vous demande quelques minutes d'attention avant de quitter la salle. Donc, on va voir la pause déjeuner. Donc, il y a un buffet.